Une semaine d'actualités socio-politiques qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 21 janvier 2023 pour lequel j'ai convié 3 journalistes en plateau, Arimi Choubadé, Fernando Khessou et François-Xavier Noumon. Ensemble, nous allons commenter le déroulement des élections législatives du 8 janvier 2023 en République du Bénin. Si le temps nous le permet, nous essaierons d'émettre quelques commentaires sur les attentes, notamment sur des réformes annoncées dans le secteur des médias au Bénin. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Arimi Choubadé, Fernando Khessou, François-Xavier Noumon, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation respectivement. Alors, je commence par Fernando Khessou, qui est passé par ici il y a quand même un bon moment. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année quand même. Je vous formule mes vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années. Alors, Fernando Khessou, vous avez suivi l'actualité politique liée aux élections législatives, comme tout citoyen d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous retenez de façon sommaire du déroulement de ce scrutin? Bon, moi aussi, je vous formule en retour mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Les mêmes vœux, je les formule à nos internautes, à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous sont chers, étant entendu que nous sommes des humains. Tous les humains nous sont chers. Les Béninois viennent encore une fois de surprendre à travers l'organisation des élections législatives. Je ne vais pas parler de parfaite organisation, mais... Pourquoi? Parce que je n'ai pas tout en main pour juger de façon, disons, juste et honnête. Mais les élections ont été organisées et il y a eu du mieux. Et ce mieux-là a entraîné l'énorme taux d'abstention que nous avons enregistré. Parce que nous sommes habitués à quoi au Bénin? Les élections, les bureaux devraient ouvrir à 7 heures, mais il faut attendre 8 heures, 9 heures parfois, 10 heures ailleurs. Et si bien que jusqu'à 19 heures, on continue de voter. Cette fois-ci, c'est curieux. Dans la plupart des bureaux de vote, le scrutin a démarré à l'heure. Et celui qui a toujours voté à 17 heures, lorsqu'il s'est pointé dans son bureau de vote à 16h30, les gens étaient en train de finir le dépouillement. C'est extraordinaire. Et depuis que tout le monde parle du taux d'abstention, les gens n'ont pas mis le doigt sur cet aspect-là. Et je dis bravo aux Béninois.
avant, pendant et après les élections, il y a eu un calme extraordinaire. Ça aussi, je dis bravo aux Béninois. Donc, l'un dans l'autre, nous avons organisé un scrutin qui nous honore. Et tout ce qu'on apprend à gauche, à droite, recours ou pas recours, tout ça là, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais malheureusement, cela ne pourra pas modifier quelque chose. Arimi Choubadé, un scrutin dans l'ordre normal des choses? Bon, enfin, Inclusif? moi, je vais aller voter. Pourquoi? Et c'est pas parce que j'avais l'habitude de voter à 17h. Je savais que ce scrutin n'était pas crédible. Pourquoi il Et n'est pas donc, crédible, selon vous? je me suis abstenu de voter. Peut-être qu'il y a certains autres compatriotes qui ont fait la même chose que moi, j'en sais rien. Voilà. Donc, je n'avais aucune confiance dans l'organisation qui était menée par un seul camp. Et d'ailleurs, justement, s'il n'y a pas eu de remous, c'est parce que il n'y avait pas de contradicteur. Il y avait les démocrates. Non, pas dans l'organisation. Ah. Les démocrates ont été conviés juste le 8 Ils ont janvier. été conviés. Oui, ils ont été tolérés. Hein, juste pour le 8 janvier. Mais avant, ce qui s'est passé, ce n'est pas de leur ressort. Même la campagne, vous avez vu, ils sont rentrés dans la campagne un peu sur la pointe des pieds, sans moyens, en dehors des couleurs que l'ancien président de la République, Yahi Boni, est venu mettre dans certaines villes par le phénomène de foule qu'il a drainé. Sinon, en dehors de ça, c'était pour moi un scrutin comme ce qu'on voit depuis 2019. Donc, pour vous, il n'y a pas eu une amélioration? Je ne sais pas, hein, puisqu'il n'y a pas de contradicteur. Il faudrait qu'il y ait des gens dans le système qui l'éprouvent, qui en décèlent les failles pour le... La liste électorale a été auditée. Même si on danse sur la table à la plénière de la Sénat, je ne sais pas qui peut oser dénoncer. Hein? Et c'est quand il y a, excusez-moi, quand il y a la contradiction, quand il y a plusieurs camps en présence dans l'organisation, que les failles ressortent. Et si tout va bien, je ne sais pas qui. Moi, j'ai remarqué que jusqu'au mercredi, on n'a pas déployé les coordonnateurs d'arrondissement, par exemple. Jusqu'au mercredi. Et alors que le matériel sensible, le matériel est censé avoir été livré. Alors, qui l'a réceptionné? Si le démembrement de la Sénat même n'était pas déployé. Mais personne ne peut relever ça puisque tout le système est contrôlé par une seule personne. Ou si vous voulez, par un seul camp. Voilà, donc on peut voir que ce qu'on vous ressorte à voir. Si personne ne ressort rien et que tout le monde vous dit à l'interne que ça va bien, parce que tout le monde est du même camp, tout va bien. Tout le monde est du même camp? Bon, je ne sais pas. Il y a certainement beaucoup de dysfonctionnements. Si je me remémore la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, il y a quand même beaucoup d'irrégularités, de dysfonctionnements qui sont quelque peu surprenants si on considère que la manière dont la Sénat a déroulé son processus a quelque peu été saluée par tout le monde. On s'étonne quand même qu'il y ait des failles qu'on pensait appartenir au passé qui se sont révélées. Mais pour moi, grosso modo, ces élections-là se sont plutôt bien passées. Évidemment que la campagne, eu égard aux nouvelles dispositions légales, a plutôt été, moi je l'ai trouvé un peu fade, on va dire, un peu fade, un peu terne. Il n'y a pas eu chacun, je pense qu'il n'y a pas eu d'éléments de langage assez puissants qui marquent l'intérêt. Donc pour moi, disons que c'est un processus sans grands encombres. Les résultats le démontrent. Je suis d'accord avec le doyen Arimi Choubadé. Peut-être le fait le plus marquant de cette campagne, c'est la sortie, on va dire, la mini-tournée de l'ancien président de Boulaye qui est venu donner du peps à la campagne, surtout à la campagne des démocrates, qui, à part des rotomontades contre la gouvernance de
Patrice Talon n'avait jusque-là rien proposé de pertinent à part retourner la table. Donc je pense que ça a donné quelque peu du peps à leur campagne. Dans la mouvance, même quand vous regardez un peu ce que l'UP, le renouveau a offert, il n'y a pas eu grand-chose d'innovant. Donc voilà, c'est dans cette ambiance. Tout le monde, les partis de la mouvance n'avaient de programme que le bilan du président de la République. Donc du coup, ça a manqué peut-être d'idées à un moment donné. Peut-être que c'est ce qui a entraîné aussi, à côté de tout ce qui a été évoqué pour expliquer le taux de participation, qui a fait aussi que les gens n'y ont pas trouvé leur compte. Voilà. Fernando Ressou, tout à l'heure, Arimi Choubadé disait qu'il n'y a pas eu d'évolution de 2019 à ce jour. Chacun fixe ses bornes par rapport à ses idées, à ses convictions. Moi, je vais fixer mes bornes par rapport à l'histoire. Et je dis par rapport à l'histoire, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Nous avons fait la démocratie et nous nous sommes mis à nous agiter dans tous les sens pour dire ah non, on ne fait pas confiance au ministère, au cadre du ministère de l'Intérieur, parce que c'est le pouvoir en place qui organise les élections, qui participe aux élections, etc., etc. Je rappelle que la démocratie, c'est pas dans notre culture à nous, Africains. Et puis on a dit, bon, il faut créer une commission électorale nationale, autonome. D'accord? Et on a mis des crabes, des poissons, des serpents, tous ensemble. Et ça a fait plus de bruit encore. Moi, personnellement, je vais vous le dire, je n'ai jamais été d'accord qu'on en arrive là. Parce que, en 90, là, j'étais encore plus jeune que maintenant, mais je disais déjà que c'était anormal. Est-ce que les Français ont changé? La structure qui organise les élections en France, là, depuis la Première République, là, est-ce que ça a changé? Mais est-ce que ça empêche les problèmes? Aller aux États-Unis, est-ce que ça empêche les problèmes? Aller au Brésil, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Le grand Brésil, je dis, quand vous prenez des citoyens qui sont missionnés pour faire quelque chose, le minimum, c'est de leur faire confiance. Malheureusement, tout ça là, c'est l'éducation qui nous est donnée. C'est ça qui nous permet tout ça. C'est-à-dire, à la base, nous avons tous reçu une bonne éducation basée sur la citoyenneté, l'éthique, la bonne gouvernance. Ça veut dire que, écoutez, si je dois traiter du problème de Choubadé, qu'il soit là ou pas, je dois l'aborder de la même manière. Et si tout le monde est d'accord avec ça, on ne serait pas en train de courir à gauche, à droite pour dire « Ah, il faut que je sois là nécessairement pour que, si un problème me concernait, cela soit traité comme cela se doit. » Donc, pour revenir au sujet qui est le nôtre, moi je dis que quels que soient ceux qui sont missionnés pour organiser les élections, il y a des structures mises en place. Il y a des dispositions légales et réglementaires. Arimi me reproche que ces structures sont contrôlées par un seul camp. Est-ce que si vous comprenez, si vous avez compris ma démarche, Fernando Ressou ne parle pas de camp. Fernando Ressou parle de citoyens assermentés qui doivent s'acquitter d'un devoir. Qui doivent s'acquitter d'un devoir. C'est très important. Et j'ai parlé d'éducation. Hein. Tout à fait. Donc, si vous comprenez ma démarche,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quels que soient ceux qui sont missionnés pour faire le travail, on doit pouvoir leur faire confiance et eux aussi, ils doivent tout mettre en œuvre pour mériter de la confiance. Ensuite, c'est vrai, je suppose que c'est un seul camp qui a organisé les choses. J'ai parlé tout à l'heure de dispositions légales, de dispositions réglementaires. Si vous faites un travail et vous prenez des libertés vis-à-vis ou par rapport aux dispositions légales et réglementaires, vous êtes d'accord avec moi que ça va vous rattraper tôt ou tard. Et ne serait-ce que pour ça, je crois à mon humble avis que nous devons dire bravo à ce qui s'est passé par rapport, puisqu'il a parlé de 2019, par rapport à ce que nous avons vécu en 2019, c'était gravissime. C'était gravissime. Donc il y a eu évolution, il y a eu changement. Écoutez, est-ce que vous avez vu des gens courir dans les rues par rapport à ce qui s'est passé en 2019 et qui n'est pas du jamais vu dans l'histoire sociopolitique de notre pays? Et par rapport à ça, je dis bravo. Et chaque fois que nous posons des actes, faisons le point de façon, disons, responsable et honnête et avançons en nous améliorant ou en améliorant ce qui n'a pas bien fonctionné. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple que de faire les choses selon les règles de l'art et d'obtenir la paix du cœur. Alors, Arémi, tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'organisation des élections législatives 2019. En 2019, il n'y avait pas l'opposition. Cette fois-ci, on a eu 7 partis politiques plutôt que 2. Nous avons au moins 3 partis politiques qui se réclament de l'opposition, le Mouvement populaire de libération, Fosco et Bénin émergent, et également les démocrates. Qu'est-ce que vous pensez de la participation de ces formations politiques-là à ce scrutin? Bon, excusez-moi, je parlais tantôt de listes tolérées. Vous avez suivi les péripéties les démocrates avant la validation de la liste, où la Direction générale des impôts a estimé certains candidats que la Cour constitutionnelle a validé avec des jeux de rôle. Mais la finalité, c'est que la liste a été estimée de certains candidats, sans oublier que pendant plusieurs jours, pendant que les autres ont fini déjà de déposer leur liste et peut-être déjà se préparaient sur le terrain, on a focalisé l'attention sur un faux suspense à la Cour constitutionnelle. Pour ce que vous savez, parce que la Cour n'a réglé aucun problème. On ne sait pas si la Direction générale des impôts est fondée à bloquer des candidats qui visiblement remplissaient toutes les conditions pour aller aux élections. Et si, la Cour n'a rien. La Cour dit, allez me chercher telle liste, et c'est celle liste-là qui doit passer. En définitive, c'est comme si c'est le camp au pouvoir qui a fait la liste des démocrates, d'une manière ou d'une autre. Bon, vous parlez de 2019. Ça, c'est une impression selon vous? Pardon? C'est une impression que vous avez? Non, c'est pas, moi, je parle des faits. S'il y a quelque chose que j'ai dit et qui n'est pas vrai, vous le dites, et puis on continue. Il n'y a pas de... Je ne suis pas venu pour un prêche. Vous nous avez conviés ici en tant que journaliste pour analyser les faits. Tout à fait. Et nous sommes dans les faits. Bon, le reste, chacun se fixe ses bornes, comme on l'a dit quelqu'un. Alors, ensuite, en 2019, il n'y avait pas... on avait la chance de n'avoir pas eu une Sénat monocolore en 2019. C'était pas quand bien même il y a eu des retournements de veste. Et puis, si on devait respecter la loi, on a parlé de minorité et de majorité représentée à la Sénat. Oui, il y avait le BR et l'UP. Oh là là. Minorité-majorité au Parlement. On ne voulait pas mettre opposition en mouvance. Sinon, tout le monde connaissait l'esprit. Et maintenant, si on veut faire de la ruse, on peut dire, oui, le groupe qui est le plus... qui compte le plus... La majorité envoie, la minorité aussi en désigne. Oui, il n'y a pas de souci. Et si c'est comme ça que nous construisons notre démocratie, ça va nous amener de bonnes choses à tous ou de mauvaises choses à tous. Et en 2019, tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas avoir le scénario 2019, puisque 2019 a conduit le Bénin à des situations très, très, très compliquées. Surtout qu'on ne pouvait plus vendre notre label démocratique nulle part.
On a même des partenaires qui ont décidé de mettre des restrictions dans certains programmes. Et on savait que c'était un test, une conditionnalité. Et on a fabriqué une certaine opposition, on a essayé de contrôler d'autres listes, on a fait tout ce que vous avez vu avant les élections. Si c'est de ça que vous appelez l'amélioration, il n'y a pas de souci. Quand on avait... quand le Bénin a commencé à avoir des difficultés avant son image, c'était pas par rapport à un camp. Si on continue de faire de la ruse et de la rage et qu'on pense que bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de souci. Mais vous savez très bien que les retombées, ça rejaillit sur tout le monde. Alors si on veut faire dans le politiquement correct pour estimer que oui, je vous dis, la Sénat est contrôlée par une seule personne. Hein? Et ça, c'est jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Et puis, comme les élections n'ont pas été organisées de façon contradictoire, la seule élection que le ministère de l'Intérieur a organisée pendant le renouveau démocratique, c'était les élections de 91. Bon, peut-être le référendum de 90, puis les élections législatives et présidentielles de 91. À partir de 95, on avait déjà une Sénat. Et je crois que cette démarche a même été généralisée parce que nous avons tout le monde sait très bien que l'administration est politisée à outrance et à la solde du pouvoir en place. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le mécanisme. Je ne sais même pas à quoi sert la Sénat aujourd'hui. On aurait pu retourner tranquillement au ministère de l'Intérieur, puisque c'est le camp qui a le gouvernement, c'est le même camp qui a nommé tous les membres de la Sénat. À quoi ça sert alors de saluer aujourd'hui une Sénat? On aurait pu se passer de la Sénat. Le chef de file d'opposition a son mandataire. Au sein de la Sénat. Oui. Qui vous a appelé chef de file d'opposition? Vous voulez parler? Alors, Paul Roumpin. Bon, enfin, vous savez très bien comment, si vous voulez, on va revenir sur la genèse. Paul Roumpin n'a jamais été désigné par le Congrès constitutif de SCBE comme le numéro 1. Le numéro 1, c'était Genotin Agossou Valentin. Mais dès qu'ils ont déposé le dossier au ministère de l'Intérieur pour avoir le récépissé est sorti avec le nom de Paul Roumpin comme numéro 1. Ça veut dire qu'il a été nommé par récépissé du ministre de l'Intérieur comme chef de file de l'opposition. Alors, donc, le reste, moi, je parle de faits. Si les faits sont erronés, vous le savez, c'est important. Oui, François Xavier. Je voulais réagir sur ce que le doyen avance. C'est vrai, on peut dire que la Sénat d'aujourd'hui, de façon induite par cette situation particulière que tout le monde déplore de 2019, a lupé le BR et n'a pas, quand bien même le chef de file de l'opposition, je suis d'accord sur le fait, c'est une application d'une loi, chacun peut avoir son avis dessus. Mais je veux dire que depuis que moi je suis la politique, je suis peut-être plus jeune que mes doyens, depuis 95. Ça va peut-être. Oui, non, sûrement. Je pense que depuis 2015, Sénat ou pas Sénat, je pense qu'il y a très peu d'élections non contestées dans ce pays. Je veux juste rappeler que la dernière élection présidentielle que le président Adrien Oumbéya a refusé de connaître, il y avait une Sénat où toutes les sensibilités étaient même représentées. Le référendum de 90 a été contesté. Oui, c'est ce que je dis. Donc, Sénat, avec toutes les tendances, n'est pas la panacée, puisque de toute façon, dans ce pays, à chaque fois, et pratiquement à chaque fois, si vous regardez très bien, vous prenez pratiquement toutes les élections, le scénario était le même. Est-ce qu'on va y arriver? Dieu aime le Bénin. On passe tout près de la catastrophe. On dit, oh là là, les Béninois sont merveilleux, Dieu nous aime tous. On en est sorti. Donc, je veux dire que, ni peut-être que le format d'aujourd'hui, évidemment, appelle à des critiques. Mais la Sénat, avec tous les partis représentés, n'a jamais été la panacée dans ce pays. Ça, toujours. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais avancer que parce que cette Sénat est représentée, est composée par les partis de une seule la personne, mouvance. C'est même pas les partis. Une seule personne. Oui, non, je suis. Non, c'est factuel ce que vous dites. Dites ce que moi je dis. Non, je ne comprends pas. C'est factuel ce que vous dites. Mais je veux dire que ce n'est pas la preuve que forcément que les jeux soient biaisés. Parce qu'encore une fois, dans l'histoire, on peut retrouver des Sénats où toutes les formations sont représentées, pourtant il y a une contestation, pourtant dans ce pays, quelqu'un a contesté l'élection présidentielle, alors que... Bon, donc ça c'est un autre débat. Maintenant, sur la Cour constitutionnelle, en parlant de faits, les démocrates ne sont jamais allés à la Cour constitutionnelle pour dire les impôts ont empêché nos candidats d'y aller. La Cour, ceux qu'ils ont introduit à la Cour, ils ont attaqué le service des impôts pour avoir outrepassé le délai de notification. Ce n'est qu'après le second moment que les candidats indexés, les Adjovi et tout ça, sont allés dans un second temps
demander leur établissement sur la liste. Donc, cette décision qui a permis aux démocrates d'y participer, et d'ailleurs, les impôts ne sont pas revenus sur leur position. Moi, je n'ai vu en aucun cas dans le plaidoyer, Yanoussi n'est jamais revenu sur sa position. Il a dit, et la Cour leur a donné raison aux démocrates parce que la loi dit, en parlant des faits, la loi dit que la notification doit être faite dans un délai de 15 jours. C'est sur ça, factuellement. Après, je ne suis pas dans les officines pour savoir ce qui s'est passé dans l'arrière-chambre. Mais si vous voulez parler de faits, c'est ce qui s'est passé exactement ce jour-là. La Cour a bien indexé une certaine liste de l'aide démocrate valable. Hein? La Cour a indexé quelle liste? La Cour ne valide pas la liste? Ils ont déposé une certaine liste après le retrait, après le blocage à la DGI. Ils avaient une première liste. Oui, après mais ça, c'est pas la Cour après le blocage, ça, c'est pas la Cour ça, c'est la constitutionnelle. Sénat. non, mais je dis, Oui. la Cour constitutionnelle est juge de tout le processus. D'accord, oui, je suis d'accord. Et devant la Cour, chacun a exposé ce qui s'est passé. Oui, je ne refuse pas. Moi, je vous dis ce qui a été exposé. le jour-là. L'enjeu, c'est de savoir si la DGI avait raison de faire ce qu'elle a fait. Oui, mais c'est la ce Cour que vous ne dites. s'est pas Non, prononcée. soyons précis. Ce que vous dites, c'est que la On va pas en faire une DGI, réponse du berger à la bergère. ce qui était Nous allons en progresser dans le débat, contentieux n'était pas le fait que la DGI ait bloqué tel candidat. Ce qui était contentieux, ce que les démocrates ont dit noir sur blanc, c'est que la DGI devait nous notifier par rapport aux non-candidats. Dans un délai de 15 jours, ils ne l'ont pas fait. Oui, mais Donc nous réclamons. c'est la même chose, non? Non, Si parce on que est- c'est si on est- l'interprétation, ce que vous dites. Nous allons progresser. Moi, totalement différente. Quelle interprétation j'ai fait? Fernando Jesus. Les faits que vous avez J'ai amendés sont fait totalement différents. lesquels faits? La Cour n'a jamais interjeté. La Cour a dit, bon, puisque la DGI ne l'a pas fait, Oui. donc nous vous donnons la liberté de remembrer vos listes. C'est tout. Non, c'est pas ça. La Cour a dit de Merci. retourner à une liste qui a été déposée à une certaine date. Oui, de remembrer. Donc, Non, pas d'accord. remembrer. La liste était déjà là. Mais- C'est pas mais- remembrer. Merci François Et Xavier, merci Pourquoi les Adjouvis sont Arémi sortis déçus après? Choubadé. Puisque les Adjouvis étaient déçus, Ah, apparemment. oui, sur mais cette liste. ou alors la Cour revient pour dire de ne plus passer cette liste. Parce qu'ils ne sont pas. La Sénat n'a pas encore retoqué la liste. Non, la Sénat n'avait pas encore retoqué Alors, la seconde liste. donc ils étaient en lice. On ne les a pas rejetés. Fernando Il y avait un Fassou. problème sur la liste. Sur la liste, oui. La Cour conseille a été saisie C'est par les rapport. démocrates qui ont choisi ceux qui ont composé leur liste qui est allé finalement aux élections. Ce que la DGI a accepté, finalement. Il y a des Parce gens que qui moi, n'ont je pas ne fais eu. pas ce débat. Il y a des gens qui sur n'ont pas eu jusqu'à ce jour. Les citoyens qui ne payent pas leurs impôts, nous n'avons même pas à faire un débat sur leur cas. On n'a même pas dit qu'ils n'ont pas payé leur impôt. On ne leur a pas notifié, justement. C'est ce qui s'est passé. Et vous le savez très bien. On peut passer à autre chose. Vous voulez me poser une question? Moi, je voulais vous poser une question. Alors, les élections sont tenues le Oui. dimanche 8 janvier dernier. On a eu des performances des différentes formations politiques qui ont pris part, notamment le MPL, Mouel Bénet, UDBN, FCB et autres. Alors, quel décryptage faites-vous des performances obtenues par chacune de ces formations politiques-là? Moi, la première chose, c'est quoi? L'histoire des 10% au plan national continue de me rester au travers de la gorge. C'est d'autant plus regrettable que vous avez des endroits du pays où les populations se reconnaissent à travers Choubadé et veulent que Choubadé les représente à l'Assemblée ou que Choubadé soit leur chef d'arrondissement ou leur maire. La question des 10% là, au plan national, qui n'existe nulle part au monde, fait que les populations vont massivement choisir Choubadé, mais Choubadé n'ira pas à l'Assemblée. Choubadé ne sera pas chef d'arrondissement. Choubadé ne sera pas maire, il ne sera même pas chef village ou chef quartier. J'ai dit que c'est mauvais et je continue de dire que c'est mauvais. Et c'est même très mauvais. La belle preuve. Vous avez vu les positionnements. Vous avez vu les erreurs de casting. Ce n'est pas une question de nom. Mais c'est une question de représentativité. Les démocrates ont été très intelligents. Ils n'ont peut-être pas mis partout des docteurs, des titulaires de master, des ceci ou des cela, mais des gens qui sont reconnus comme fils du terroir.
Parce que quand moi je prends la campagne dans son ensemble, quand j'ai suivi certains débats, j'étais déçu. La qualité des débats, vraiment, c'était décevant. Je vous l'assure. Mais les démocrates ont eu l'intelligence de positionner, de faire correctement des positionnements. Et là où l'UPR a fait aussi intelligemment des positionnements qui collent aux réalités, vous avez vu, ils ont pris. On n'a pas besoin d'aller chercher. Vous estimez qu'à Cotonou, les positionnements n'étaient pas en phase avec l'aspiration de la base? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on est parti du principe que c'est acquis. Ce n'est pas parce que je suis ministre que je suis populaire. On est d'accord? C'est très important. Et si ça peut servir de leçon aux gens, vous allez voir que les choses vont continuer de s'améliorer. Donc, j'attire encore une fois l'attention sur cette nécessité que nous avons à rester collés. Vous allez à Porto-Novo, si vous voyez les résultats de l'UPR à Porto-Novo, je dis Porto-Novo, c'est pas surprenant ça? Malgré la fusion avec le PRD. Malgré la fusion avec le PRD. Si le PRD seul était allé aux élections à Porto-Novo, le PRD allait rafler presque la totalité des sièges de Porto-Novo. Allez le dire au marché. Erreur de casting. J'ai discuté avec mes amis. Ils ont dit c'est inadmissible. C'est intolérable. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Résultat, ils se sont fâchés. Ils ont porté leur choix sur d'autres candidats qui n'avaient même pas un copec en poche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne veux pas aller dans les stricts détails. Vous estimez que les positionnements n'ont pas été... Je dis c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et ne serait-ce que pour ça, les gens ont dit, comment? On va leur montrer. Quand vous prenez une liste, on dit 1, 2, 3e position. C'est la même ethnie. Et on retrouve une ethnie qui n'est pas moins importante en 4e position. Et d'autres qui existent, mais qui ne se sont pas retrouvés, ne se sont même pas retrouvés. Vous savez, les gens, on a beau dire les choses, les gens raisonnent par rapport à ça. Les gens raisonnent par rapport à ça. Donc, sur le plan socio-politique, il faut que les gens entrent en eux-mêmes et se disent que les populations ne sont pas bêtes. Les populations béninoises, vous blaguez. Alors, Harry Michoubadi, vous avez suivi également. Vous, de votre côté, quelle appréciation portez-vous sur les performances obtenues par ces partis politiques-là? Oui, je reste naturellement sceptique sur ce que vous appelez performance. On ne peut pas, en 2023, continuer à nous livrer des résultats de ces élections-là en gros. Je suis d'accord, je ne dis pas que de revenir sur les résultats. La Sénat a proclamé les résultats 6. On ne revient plus là-dessus. Néanmoins, ils ont reçu des résultats bruts, des bureaux de vote. Ils ont un site internet. Ils n'ont qu'à déposer les résultats bureau de vote par bureau de vote sur leur site, comme l'a préconisé Jean-Baptiste Elias. Et chacun peut faire son calcul, je crois bien. Hein? On est d'accord de ce qu'ils ont fait. Peut-être même qu'on ne reviendra même pas là-dessus, puisque la Cour constitutionnelle a déjà proclamé. Néanmoins, on peut savoir ce qui s'est passé. Et en ce moment-là, on peut faire des débats. On a créé un fétichisme autour des résultats en République du Bénin. Ailleurs, c'est en direct, quand vous prenez votre radio, que vous avez les résultats des dépouillements à bureau de vote. Bon, c'est vrai, vous ne voulez pas avoir tous les bureaux de vote, mais vous avez quand même un certain nombre de bureaux de vote de façon anecdotique. Et dès le lendemain matin, vous avez pratiquement les journaux qui ont fait un travail bien fouillé, qui peut déjà vous sortir des résultats plus ou moins en phase avec ce qui s'est passé dans les urnes. Mais chez nous, quand on dit, vous publiez dans votre journal là, que vous fermez votre radio, vous fermez votre télévision, on dit non, c'est la Sénat seule. Et qui, je me souviens même, peut-être que c'était pas le résultat, je me souviens du contentieux en 2019, hein, quand le PRD a été éliminé de la course, ils ont déposé un recours, ils ont déposé
des documents qui attestent qu'il n'y avait pas vraiment raison de les éjecter. Et on leur a posé de prouver comment ils sont arrivés en possession de ces documents-là. La Cour n'a même pas statué sur la véracité du document ou l'authenticité du document qu'on leur a présenté. Et les responsables du parti sont retrouvés à la police au lieu d'aller faire trancher le différend au niveau de la Cour constitutionnelle. Elle dit, vous ne devez rien dire. Hein? C'est seulement les institutions habilitées qui doivent trancher. Parlons du PRD. Pour vous dire, non. Qui a fusionné avec l'UP, qui est devenu Union Progressiste de Renouveau. Je vous dis que je ne peux pas parler de performance parce que je veux avoir les éléments. Je veux avoir les résultats bureau de vote par bureau de vote. Hein? Je ne dis pas que les résultats proclamés par la Sénat sont faux. Mais au regard des résultats proclamés par la Sénat. Non, moi, je ne peux pas analyser ces résultats-là parce que nous avons payé les impôts pour avoir désormais des résultats beaucoup plus conformes à la réalité. On ne peut pas, en notre siècle, à l'ère de la technologie... Vous estimez que ce qui est donné par la Sénat n'est pas conforme à la réalité? Vous dites, on a même dit de leur faire confiance. Pas de problème, faisons leur confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. La preuve, c'est que je dis que je ne demande pas qu'on revienne sur l'attribution des sièges. Mais au moins, il faut qu'on connaisse la réalité des bureaux de vote. Qu'est-ce qui s'est passé dans les bureaux de vote? Qu'est-ce qui coûte à la Sénat aujourd'hui qui a fini de dépouiller? Il ne peut pas dépouiller sans les documents qu'on lui a envoyés par les coordonnateurs. Ou tout au moins, que on donne des espaces sur le site à chaque coordonnateur d'arrondissement pour publier ces résultats qu'il a recueillis sur le terrain. Je crois que cela, c'est faisable. On fait ça et après, on analyse les résultats. Mais ce qui est levé en gros là, par la Sénat, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne peux pas faire des analyses. Moi-même, je vous dis que je ne suis pas allé voter. Si on était au lendemain du vote, j'allais vous montrer mon pouce gauche. Hein, je n'ai pas osé aller le souiller, la souiller parce que je n'étais pas convaincu de la crédibilité de ce qui s'est passé. Et pour me convaincre, justement, ce ne sont pas les résultats en gros de la Sénat qui vont me convaincre. Je veux voir les résultats. Au moins, quand on va publier les résultats, on a au moins les captures d'écran, des tableaux sur lesquels on a fait les dépouillements. Si quelqu'un n'est pas en phase avec ce qui a été publié par la Sénat, on peut le confronter avec ces éléments qui existent. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les partis politiques ont déployé des mandataires. Ce n'est pas possible. Aucun parti, je ne vois pas quel est ce parti-là qui aura le déploiement que la Sénat a fait, c'est-à-dire les coordonnateurs d'arrondissement, leurs adjoints, les scrutateurs et tout ça là. Aucun parti ne peut avoir ce dispositif de la Sénat. Donc la Sénat est à même de nous donner résultat, bureau de vote, pas bureau de vote au moins. Quand ils n'ont pas fait ça, je ne dis pas que la loi les oblige à le faire, mais la loi ne les oblige pas à faire ce qu'ils ont fait là. Et donc, s'ils ont envie de faire dans la transparence, ils vont faire dans la transparence. Et à ce moment-là, on reviendra. Arimi. L'émission n'est pas Arimi, hein, et je ne veux pas de prêche. Contentons-nous de faire, s'il vous plaît. Et là, on va évoluer. Par rapport aux faits. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui demandent à la Sénat de nous envoyer résultats bureau de vote par bureau de vote là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on recherche. Parce que la Sénat a un délai pour traiter les résultats. Vous ne m'avez pas écouté. Je suis désolé. Je vous ai dit que ce n'est pas pour revenir sur les résultats. J'accepte les résultats tels que donnés à la Sénat. Mais cela ne nous exclut pas en tant que citoyens d'aller vérifier. Vous vous souvenez des élections? Parce qu'on a donné... C'est vous qui nous donnez, s'il vous plaît, c'est vous qui nous donnez des exemples d'ailleurs. Oui. On a suivi ce qui s'est passé avec Al Gore et Bush. Il y avait un délai. Donc le Conseil constitutionnel a fini par proclamer les résultats tels quels. Mais après, il y a des bénévoles qui se sont retrouvés pour fouiller bulletin par bulletin. Et après, on a su que dans le vote réel, quelqu'un a gagné, mais ce n'est pas lui qui a été proclamé. Oui, néanmoins, cela n'exclut pas le devoir de vérité. Oui, s'il te plaît. Moi, je si demande vous pas, prenez le système américain, tu peux avoir bénéficié du vote populaire et ne pas être élu président. Non. C'est-à-dire que... on laisse ça là. C'est une parenthèse. Moi, je vous dis, mais cela n'exclut pas qu'on aille chercher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Alors, je pense on doit tuer qui en faisant cela? On va écouter. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Et déjà, même sur le délai, je pense que normalement, avec toute l'expérience qu'on a eue, aujourd'hui, normalement, je ne demande pas encore le soir du vote. Parce qu'avec les moyens technologiques, tout ce qu'on a, même s'il y a encore beaucoup de zones blanches dans notre pays où voilà, la fibre optique n'y va pas, donc on peut parler de fiabilité, ainsi de suite, je pense quand même que la Sénat
j'ignore aussi si c'est dans son cahier de charge, la Sénat quand même peut collecter, mettre à disposition même le résultat final beaucoup plus rapidement. Et je pense que normalement, ce que le doyen dit, tous les citoyens, non pas seulement la société civile, non pas seulement tout le monde, normalement, devrait avoir accès à ces chiffres-là. Parce que évidemment, quand la Sénat entre pendant le processus de compilation, évidemment que ce sont ces chiffres-là qu'on manipule et que ça ne se fait pas à la volée. Donc, les chiffres sont documentés quelque part. Et je pense que il y a, par rapport à la Sénat, je ne dirais pas la Cour constitutionnelle a d'autres missions. Et quand vous allez sur le site de la Sénat aujourd'hui, même hors élection législative, même les chiffres de 2019, vous ne les retrouvez pas. Le site internet n'est pas renseigné. Donc, il y a véritablement, pour un universitaire, par exemple, qui veut faire un boulot là-dessus, c'est beaucoup de tracas pour avoir ces chiffres-là, alors que ces chiffres sont publics, les élections sont passées. Donc, déjà, moi, le délai me posait un problème parce que je trouve qu'avec l'expérience, et on parle de professionnalisation, c'est bien, la Sénat a coché beaucoup de cases. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin et que ce n'est pas disons, c'est plutôt le droit du citoyen. Parce que, écoutez, ceux qui vont voter, je vais voter dans un centre de vote. Je ne reste pas au dépouillement. Oui, tout le monde ne va pas rester. Tous ceux qui sont volés, 500 personnes, 1000 personnes ne vont pas assister au dépouillement. Ce serait bien de savoir quand même dans mon bureau de vote, même si on l'affiche, vous savez que même quand on l'affiche, 1 heure, 2 heures après, c'est déchiré. Le lendemain, vous ne les retrouvez plus. Ce serait intéressant quand même d'avoir, au moins dans ma circonscription, quelle est la balance réelle des forces en présence. Donc, je pense que c'est un sujet qu'on peut trancher rapidement et ça participerait peut-être ça peut-être impliquerait beaucoup plus les citoyens dans cet acte d'aller voter. Maintenant, par rapport aux résultats. Oui, allez-y très rapidement pour qu'on puisse progresser. Par rapport aux résultats, je pense fondamentalement que il y a une relative percée des démocrates. Parce qu'au-delà, c'est pourquoi je revenais sur la campagne, au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut voir sur papier, quand la campagne a commencé, c'était du type, on va voir ce qu'on va voir, nous allons ramasser la table, Patrice Talon en ligne de mire. Quand les premiers résultats ont commencé par tomber, on s'est dit, cette tendance se confirme. Cotonou, lamentablement perdu par les partis. Là, je fustige un peu. Justement, comment comprendre les résultats obtenus à Cotonou avec les positionnements qui ont été faits? Je pense que ça rejoint quelque peu une idée que je me faisais avant. Je pense que les grandes agglomérations, il y avait une partie, je ne dirais pas un peuple de l'opposition, parce qu'il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un peuple de l'opposition, un peuple de la mouvance. Il y a beaucoup de Béninois. Il n'est pas sorti à Cotonou. Hein. Non, oui, justement. Il y a beaucoup de Béninois qui se sont dit, qui ont une certaine dent, qui ont gardé leur rancœur contre ces partis, contre la gouvernance du président de la République, et ont voulu exprimer simplement leur désarroi. Et donc, les partis de la mouvance, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas su, même si je pense qu'ils en étaient conscients, n'ont pas su trouver les bons mots pour disons, répondre, convaincre l'électorat. Donc, ça a été une vote sanction. Moi, je ne pensais pas que ça aurait cette ampleur à Cotonou. Mais je me doutais bien que... Votre sanction à Cotonou. Votre sanction à Cotonou. Pas seulement. Il y a certains points, mais c'est Cotonou qui est beaucoup plus marquant parce que c'est une extrémiste que les partis de la mouvance ont pu glaner une voix et d'autres. Après, même le PRD dans ses fiefs traditionnels ont été quelque peu bousculés. Mais est-ce que ce n'est pas dû à ce que déploie tout à l'heure Fernando Ressou aux questions de positionnement ou peut-être les populations, les anciens militants PRD espéraient peut-être voir tel ou tel autre positionné et que peut-être tel n'a pas été positionné. On peut toujours le dire après coup. Mais après, c'est comme les gens vous diront que c'est une affaire d'arbitrage au sein des états-majors des partis politiques. Je ne pense pas que parce que le PRD s'est fondu dans l'UP, le renouveau, que ce soit Maître Adrien Oubédi, en tout cas tous les ténors de ce parti soient restés en retrait sur certains positionnements. Après, ce sont des négociations, mais je pense, gageons qu'ils aient l'humilité de faire, d'analyser un peu tout ce qui s'est passé pour s'ajuster. Sinon, ça pourrait se répéter. Vous savez, tout à l'heure, quand Arimi, excusez-moi, parlait de la composition de la Sénat et tout ça là, je voudrais dire encore autre chose. Qu'au Bénin ici, là, quand deux politiciens s'insultent, moi, je ne mets jamais ma bouche dedans. Les gens sont prêts même à s'égorger. Et vous avez l'impression que ceux-là ne peuvent plus jamais s'adresser la parole. Mais vous serez surpris. Quelques mois seulement après, vous allez les voir côte à côte. Côte à côte. Il n'y a pas de bord.
Et celui qui a parlé de géométrie, de quoi? Géométrie variable. Quelle était l'expression? Le Parlement à géométrie Un variable. parlement à géométrie variable. Vous n'avez pas mesuré ça à ça, juste valeur. Hein? Pourtant, il y a des décennies que Maître Aoudien Mbedi a dit ça. Je vous l'assure, vous allez à une élection au Parlement béninois. Vous faites la campagne, on dresse tout. On sait que c'est tel qui sera élu président. Il y a d'autres états-majors parallèles qui font un travail. Et vous allez vous retrouver le jour des élections. C'est par rapport à comment chacun s'est réveillé. Les choses vont se passer par rapport à comment chacun s'est réveillé. Ça, c'était avant 2019. Alors, aujourd'hui, Fernando Ressou. Non, attendez. On va progresser. Sa un bonne peu. de 2019, là, Oui. il y tient. Oui, mordicus. on risque de passer tout le temps dessus. On parle de faire. Alors aujourd'hui, Si nous vous êtes avons journaliste et trois- que le fait n'est pas sacré pour vous, ben aujourd'hui, nous avons je trois partis comprends politiques plus. qui vont composer la 9e législature. Alors, nous avons l'Union progressiste de renouveau qui s'en sort avec 53, le Bloc républicain et les démocrates avec 28 chacun. Alors, quelles sont aujourd'hui les espérances aujourd'hui pour le compte de cette 9e législature, selon vous? Les espérances pour qui? Pour le peuple. D'accord. Vous savez, quand j'ai suivi les interventions des uns et des autres pendant la campagne, il y a une erreur fondamentale qui revient chaque fois. Mais c'est notre peuple qui veut les choses comme ça. Quelqu'un qui veut être député, qui vient dans mon village et je lui parle de route. Je lui parle de route et lui-même, il me dit comment, quand il sera là, la route principale là, on va faire ça. Je prends juste cet exemple. Je dis quand même, et ça a été comme ça partout, nous allons vous amener de l'eau. Mais le député, c'est pas ça. Un député, c'est des idées novatrices qu'on sera amené à mettre en œuvre sur la base d'une législation qui colle aux intérêts du peuple. C'est pour ça que j'ai scruté toutes les listes, je n'ai rien vu. Mais curieusement, je vais dire quelque chose et vous allez croire que c'est parce que ça me concerne et je suis proche que je le dis. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. De tous les partis, le seul parti qui a sorti une idée qu'on peut prendre et qui peut faire l'objet d'une réflexion au sein d'un parlement pour faire changer les choses dans notre pays, c'est le parti qui a parlé de patriotisme économique. L'instauration du patriotisme économique. Je donne un exemple. Si vous prenez les Juifs, avant que l'argent d'un Juif ou d'une structure juive ne tombe dans des mains ou dans des cagnottes de structures non juives, c'est qu'ils ont cherché la spécialité partout en leur sein et ils n'ont pas trouvé. Mais quand ça va se passer une fois, dans ce secteur-là, ça ne se reproduira plus. Donc, le seul parti qui a dit, nous allons mettre en place et nous allons voter une loi qui va favoriser le patriotisme économique. C'est le Mouel Bénin. Non, c'est Mouel Bénin. C'est Mouel Bénin. Et moi, je vous le dis, moi, je ne fais pas la politique. C'était pas l'inclusivité? Mais l'inclusivité, pour moi, j'ai dit de toutes les idées que les gens ont agitées. Oui, moi, le Bénin, c'est... Oui, je dis de toutes les idées que les gens ont agitées, c'est ça là que moi je retiens. Tout le monde a parlé d'inclusif. Je n'ai pas fini. Donc, quand je dis, et c'est ce que moi, en tant que professeur certifié de géographie et d'histoire, quand j'enseigne, je donne mes cours, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, à mes étudiants. Imaginez que nous réussissions à produire
ce que nous consommons. Et que nous consommions ce que nous produisons. La balance commerciale et du Bénin et de chacun des pays africains et de l'Afrique en général va changer. La balance commerciale va changer. Le président Mathieu Kérékou, de regretter mémoire, était allé pendant la période révolutionnaire. Il a fait une tournée. Il est allé à la Sonaec qui vendait, qui avait son supermarché où on vend pommes de terre, ceci. Il va quelque part, pommes de terre venues d'Italie, pommes de terre venues de Belgique, venues de France. Et là où on a mis pommes de terre de Malanville, le panier est plein. Les autres là, ça se vidait et puis on venait encore ajouter. Qu'est-ce que Mathieu Kérékou a fait? Il a pris la pancarte pommes de terre Malanville, il a mis ça pommes de terre Italie. Il prend la pancarte Italie, il met là où il y a pommes de terre de Malanville. Le lendemain, il y avait rupture de stock. Mais ça, c'est tricherie. Ce n'est pas un exemple. Il faut que le consommateur sache ce qu'il est en train de prendre. Bon, ce n'est pas étonnant que ce soit quelqu'un qui fasse ça. Un instant. Non, vous avez vu là où lui, il est allé? Ah non, mais c'est de la tricherie. Attends. Si on fait une inspection, cette boutique-là va fermer. Cadet, tu as vu là où il est allé? La leçon fondamentale que Mathieu Kérékou voulait nous donner, c'est que nous sommes des extravertis. Nous sommes des extravertis. Dis tout ce que tu veux, interprète ça comme tu veux. Et cette leçon, elle est fondamentale. Merci à vous. Un Béninois qui produit quelque chose, le Béninois n'ira jamais vers ça. Dès que ça sort, ça vient d'ailleurs. Et c'est ça qui nous tue. Merci à vous, Fernando Ressou. Et il faut qu'on en soit conscient. Arimi Choubalé, quels oui. sont... Non, ben écoutez, il était chef de l'État. Il suffisait d'interdire l'importation de pommes de terre. Et dans le pays, on ne verrait que ce qu'on a produit au pays. Il n'a pas fait. Il a laissé sa douane percevoir des droits sur les pommes de terre importées. Et après, il ne veut pas qu'on les achète. Ça là, c'est de la masturbation intellectuelle que tu es en train de faire. Non, un chef d'État ne doit pas faire de la tricherie. Et vous l'avez dit que votre chef d'État a fait de la tricherie, vous en êtes fier. Ça, c'est vous. Moi, je ne suis pas dans votre... C'est ta façon de voir les Tout choses. Tout à fait. Bon, donc et c'est tellement tordu que je ne sais pas s'il faut te dire bravo. Non, je vous concède vos mots. Arimi. Vos mots ressemblent à votre exemple. Bon, donc moi, je ne vais pas commenter. Arimi Choubalé, la 9e législature, quelles sont vos attentes pour ce Parlement? Oh là là. Vous savez... Puisqu'ils sont élus députés, ils vont voter des lois. Je remets ma borne. 2019, à ce jour, le Parlement n'a rien rejeté du gouvernement. Ça, c'est le chantier législatif, le seul, d'ailleurs. Le seul. Et c'est d'ailleurs pour ça ils étaient en train de parler de route. Des députés même ont dit dans des meetings que si les gens ne votent pas, ils n'auront pas de route, ils n'auront pas de dispensaires. S'ils ne votent pas les listes du pouvoir, ils n'auront pas de programmes dans l'enseignement, etc. Pendant 4 ans, rien du gouvernement n'a été rejeté. Il n'y a même pas une seule voix contre. Tout a été... Ça, c'est le seul chantier législatif valable depuis 2019. Maintenant, aujourd'hui, la 9e législature, avec les démocrates. Non, ils ont 28. D'abord, ce n'est pas... en dehors de la révision de la Constitution, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Toutes les propositions du gouvernement vont passer comme une lettre à la poste. Mais au moins, sauf... contre. Oui, mais vont passer. Oui, mais pourquoi voulez-vous systématiquement qu'ils votent contre? Ils peuvent voter pour aussi. Contre tout. Je ne sais pas si vous avez un problème contre la contradiction. Si vous avez un problème contre la contradiction, il n'y a pas de problème. On supprime même le Parlement. Pourquoi même le Parlement? Si vous voulez avoir qu'il y ait une contradiction, non, on n'a qu'à supprimer. Donc, il faut faire de la contradiction pour le plaisir de faire de la contradiction. C'est ce que vous avez entendu. Je pose la question. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On évolue. Moi, je sais ce qu'il a dit. Et ceux qui nous écoutent ont entendu. Maintenant, si vous n'avez pas entendu, ce n'est pas un problème. On évolue. J'ai bien entendu, j'ai bien suivi. Ce que je dis, c'est que depuis 2019 à nos jours, le Parlement a tout voté, tout ce qui est venu, systématiquement. Non, on est maintenant pour la 9e. On n'en est même pas là. On n'en est pas encore là. Et je vous dis, si c'est les 28 voix discordantes, ça ne modifiera pas la marche de la rupture. Les 28 n'auront pas une audience.
n'ont pas un espace où s'exposer, à moins de sortir de l'hémicycle et de venir faire les comptes rendus de ce qu'ils ont fait à l'intérieur par d'autres canaux. Ce qui va peut-être leur revenir plus cher. Je ne sais même pas quelle audience ils auront à ce moment-là. Donc, ça va être une caisse d'enregistrement. Mais vous, donc, à vous entendre clairement, vous n'avez pas d'attente par rapport à cette législature-là? Non, aucune. Il exprime son attente comme ça. Hein. Selon moi, Kader, oui. Selon moi, l'une de ses attentes, c'est que Radio Hémicycle reprenne du boulot comme cela l'a été à ses débuts, où on suivait en direct. C'est pas ça. Vous, journalistes, je voudrais qu'on vous retourne votre cabine pour que vous puissiez suivre les débats. Puisque les débats sont publics. Hein, dans le règlement intérieur de la Constitution, les débats parlementaires sont publics. Oui, mais donc, en tant que citoyen... Oui, je vous souhaite que vous puissiez avoir là. Puisque si vous ne le suivez pas, comment vous pouvez rendre compte? Avant Radio Hémicycle, c'était les journaux, les radios qui rendaient compte des débats parlementaires. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Hein? On ne peut suivre que par la voix de la radio qui, de temps en temps, soit brouillée. Je ne sais pas ce qui arrive. Vous avez une panne ou on vous joue d'anciens débats. Et le direct n'est plus ce qu'on connaissait. Vous l'avez dit à l'instant. Merci Arimia Choubadé. Oui, très rapidement, François Xavier. Vous attendez par rapport à cette législature-là? Oui, je vais partager cette attente-là également parce que les débats en direct, je pense que tout le monde l'a remarqué hein, dans la profession. Tout le monde a mis un doigt là-dessus. Les directs qu'il y avait sur la chaîne nationale ne sont plus. Ça fait longtemps qu'on n'est plus abonné à cela. Gageons que pour Radio Hémicycle, je ne sais pas, je pense qu'il y a eu un projet de chaîne de l'Assemblée nationale. Sur la fin de la 8e législature, il y a eu des directs qui ont été faits régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, plus le seul moyen de rapprocher les élus de leur mandat après, au-delà des rencontres au Parlement et des séances de redevabilité, c'est que tous les Béninois puissent suivre en temps et en heure les débats, surtout sur les sujets. Mais en dehors des moi, je vais assister. Vous savez, on parlait de ce qui a été avancé par les uns et les autres dans la campagne. Je serais intéressé de voir, évidemment, par rapport au 28 des démocrates, ce qu'ils ont. Puisque j'en ai reçu aussi sur mes plateaux au moins 2 ou 3 fois, on va renverser tout ce qu'il y a à renverser, on va retoucher à toutes les lois, on va régler les problèmes de la faim de la population, on va faire ci, on va faire ça. J'aimerais bien les voir confrontés à la réalité et voir quels moyens ils mettent en place pour, disons, exister dans ce Parlement dont la majorité leur échappe. Après, je pense quand même qu'il y aura une sorte de recomposition de la classe politique. Plus on va s'approcher. De toute façon, ce n'est pas exclu que peut-être parmi les 28, il y en a qui puissent peut-être dire qu'ils rejoignent la mouvance présidentielle, ou bien d'autres même qui quittent même la mouvance pour ce qui est sûr, dans le Parlement, avec les lois existantes, ils ne peuvent pas changer la transhumance est interdite, ils ne peuvent pas changer de groupe parlementaire comme on le faisait avant. Ils peuvent peut-être voter de façon surprenante avec la majorité sur certaines lois, mais on verra quand les groupes parlementaires seront formés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous le faites, vous perdez le bénéfice du siège, je crois, pour les sanctions qu'il y a. Donc je pense que peut-être qu'on retrouvera des gens à voter sur des formats dont on ne les attend pas, sur lesquels on ne les attend pas. Le vote anonyme également peut donner ses effets. Le vote anonyme, oui, bon, on verra, c'est sur le plan du vote qu'on pourrait avoir des surprises. Après, oui. Non, les enjeux de la législature, dans un an, on va renouveler la Cour constitutionnelle. Oui. Et l'Assemblée est censée désigner 4 membres. Commençons par le bureau de l'Assemblée. Les 28 n'y seront pas. Et c'est le bureau qui désigne les membres de la Cour constitutionnelle. Pas l'Assemblée. Il n'y aura pas de vote à l'Assemblée. C'est le bureau d'où sont exclus les 28 d'office. Et vous aurez... on n'en sait encore rien. Après, vous aurez la RAC en 2024, peut-être. Là encore, les 3 désignés par l'Assemblée nationale, c'est le bureau également, où les 28 seront absents. Et donc, en fin de compte, on va dérouler ce qu'on déroulait, mais cette fois-ci avec... On parle d'enjeux. Alors, parlons d'abord des attentes et on va parler des enjeux. On aura du mal même de parler aux enjeux parce que le temps que vous êtes parti est déjà venu à échéance. Oui, très rapidement, vous. Est-ce que vous savez que depuis que notre pays existe, il n'existe pas un document de politique
national en matière de sport, en matière de culture, en matière de jeunesse. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la charte nationale des sports de février 91 est dépassée? Puisque c'est une charte qui proscrit la pratique du sport à des buts de lucre, à des buts lucratifs. Si la pratique sportive est proscrite, à but lucratif est proscrite du moins, Oui. ça veut dire que nous n'avons pas le droit de dire que nous faisons du sport professionnel. On est d'accord? Si on est d'accord, ça veut dire que pour moi, là, mes attentes pour cette législature, il faut que la loi sur le financement du sport soit votée. Ce sera tout à fait à l'honneur de cette législature. Il faut que la politique nationale en matière de sport soit votée. Il faut que la nouvelle charte nationale des sports, de la culture et tout ce que vous voulez soit également votée. Et vous allez voir, ça va énormément apporter. Fernando Ressou, à François notre Xavier, pays. nous sommes à la fin. Juste Oui. un mot, je voulais finir là-dessus. Je pense que beaucoup ont dit, oui, le Parlement de transition, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tout le monde sait qu'à l'approche des présidentielles, ça s'agite un peu partout. Je pense que l'échéance la plus importante, c'est les élections générales de 2026, puisque ce sont ces élections-là qui vont déterminer, grosso modo, les parrainages. Donc, je pense que cette législature-là pourrait connaître beaucoup de remous au fur et à mesure qu'on se rapproche de 2026. Un dernier tour de table avant de conclure. Ce n'est pas la 10e législature qui va désigner les parrainages. Les candidatures seront désignées, les candidatures à la présidentielle seront déposées avant l'installation de la 10e législature. Or, c'est l'installation que commence le mandat. On peut peut-être vous élire, mais tant que vous n'êtes pas installé, vous n'êtes pas encore député. Oui. Or, on dépose les dossiers de candidature de la présidentielle, donc c'est bien la 9e législature qui va faire les parrainages de la présidentielle de 2006. Merci pour cette précision. Je vais vous demander de conclure ce débat quand même sans quand même dire un mot par rapport aux médias. Tout le temps, nous parlons des autres, mais nous ne parlons pas de nous-mêmes. Le président de la République, lors de la présentation des vœux des corps constitués, a émis le vœu que des réformes soient entreprises dans le secteur des médias pour davantage redynamiser ce secteur-là. J'ai envie de porter mes deux mains à la tête. Encore réforme de rupture dans ça. Vous avez vu, quelque part, ils ont mis leur réforme et ça a marché. Enfin, moi, et tout le monde sait ce qui se passe à la presse. Tout le monde connaît les problèmes dans les médias. Je ne sais pas ce qu'on appelle réforme. Bon, enfin, je suppose que c'est... La HAC est missionnée. Mais qu'est-ce que la HAC a à foutre avec la presse? La HAC n'est pas une institution des journalistes. La HAC est composée au tiers, peut-être, de professionnels des médias. On n'a pas dit journalistes, de professionnels des médias. Ça veut dire que peut-être qu'on aura un seul sur 9. La HAC n'a jamais été... La HAC n'est pas une institution des journalistes. C'est une institution politique. C'est la Cour, comment on appelle donc, le Parlement, le gouvernement qui désigne la majorité des membres. On ne peut pas continuer à confier aux politiques la carrière ou la vie des journalistes. Ça n'a pas de sens. Et donc, enfin, je veux bien voir ce qu'ils appellent... mais on connaît déjà les réformes. Quand la rupture annonce les réformes, on sait là où ça aboutit. François Xavier, sur la même question, très rapidement. Je ne pas aussi conclure par Fernando Ressou. Je pense que c'est la deuxième fois que le chef de l'État interpelle la HAC après la composition de son gouvernement à l'occasion de la suppression, je ne me rappelle plus, du ministère de la Communication. Il en avait déjà parlé. S'il en reparle, c'est que peut-être que sûrement que... La chose se prépare. Je ne sais pas, rien n'a été fait parce que si il a été obligé de se répéter. Ce qui me chagrine, c'est que... Il est encore plus pessimique que moi. Oui, non, ce qui me chagrine quelque peu, c'est qu'on a l'impression... moi, je vais prendre le contre-pied de on a l'impression quand même que au-delà des promesses de campagne, que peut-être Patrice Talon n'a véritablement pas de projet pour nos hommes de médias. Peut-être on est les derniers roues de la carrosse parce qu'on a réformé partout. Peut-être que s'il y avait une réforme, bon ou mauvaise, on aurait eu le temps d'apprécier et de juger là-dessus. Mais en réalité, quand vous regardez, tous les corps sociaux pratiquement ont été touchés. Mais nous, bon... Fernando Ressou, pour conclure. Vraiment, quand j'écoute mes deux collègues, mes deux confrères, je suis perdu personnellement. On parle de réforme, il n'y a pas de réforme, il y a une réforme. Le ministère de la Communication a disparu. Oui. L'ABP, l'agence Bénin Presse. Moi, je suis
un agencier. Oui. J'ai reçu une formation de journaliste d'agence et je connais la valeur d'une agence de presse. Ça a disparu. Oui. On met ça dans quoi? Est-ce que c'est dans réforme ou déforme? Il n'y a pas de projet global pour les médias. Très Ça, bien. c'est des faits Donc, isolés. Nous allons prier Oui. que le chef de l'État pense effectivement à apporter Donc, des vous me réformes. rejoignez. Commençons la prière en même aller- temps. Faisons une Qui prière doivent aller sur le plateau. hein. jusqu'à Vous me rejoignez. ce pourquoi j'ai beaucoup travaillé, la mise en œuvre effective de la convention collective Je vous en prie. avec tout ce qui l'accompagne. Parce que, je l'ai toujours dit, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir été journaliste et patron de presse. Donc quand je mets les deux ensemble, et quand on faisait le travail, j'ai toujours dit à nos amis de la direction du travail que les patrons de presse ont la volonté. Mais il faut tout un mécanisme national pour leur donner les moyens d'avoir la possibilité de traiter leurs journalistes comme on est en train de le prévoir. Donc, c'est quelque chose de global. On ne peut pas prendre des pans individuels pour dire qu'on est en train de solutionner de façon Je veux peut-être durable. dire que les fêtiers aussi doivent prendre leurs responsabilités. Il faut peut-être que les journalistes eux-mêmes mettent quelque chose sur la table au lieu d'attendre que ça vienne. Il faut peut-être aussi que les journalistes... Merci à vous, François Xavier. Merci également à Fernando Ressou. Merci également à Rémi Choubadé. Merci pour ces moments d'échange et de partage. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec Ironie Agossa.